Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire à vous. Oui les gars, devinez quoi aujourd'hui? C'est l'anniversaire de Jean-Michel Trogneux. En d'autres termes, joyeux anniversaire Brigitte Macron, la première dame Brigitte Macron. Je suis tellement excité de me lancer dans cette aventure pour présenter au public qui est exactement Jean-Michel Trogneux. Où est-il? Il est temps de commencer cette partie de cette série. Alors, bienvenue dans notre série Devenir Brigitte. Brigitte, ok, donc quelque chose à récapituler. J'étais tellement frustré à la fin du dernier épisode parce que beaucoup d'entre vous avaient commenté Candace, il est temps pour vous de créer un thème familial. Et nous avions déjà créé un thème familial. Nous étions tellement occupés que j'ai oublié de vous le montrer évidemment dans l'émission. Donc j'ai complètement laissé tomber. Et là, je m'excuse bien sûr quand nous faisons ce genre de série comme la série Kamala et maintenant que nous regardons cette série Brigitte, il y a tellement de noms que ça devient déroutant et c'est bien de ralentir et de pouvoir visualiser de qui et de quoi exactement nous parlons. Alors revenons en arrière et commençons par, je vous montre les gars maintenant le tableau de la famille d'Emmanuel Macron, d'accord? Ceux-ci disent prétendument ici, parce que j'ai des tonnes de questions au fur et à mesure que nous approfondissons l'histoire, mais ses parents, John Michel Macron, alors vous avez François... Non, évidemment, nous avons beaucoup parlé la semaine dernière, en particulier de Germain, non, qu'il appelle affectueusement Manette, n'est-ce pas? C'est elle qui a partagé cet amour des livres pédophiles centrés avec son petit-fils. Elle est, comme nous vous l'avons mentionné la semaine dernière, le seul membre de la famille qu'il inclut dans ses histoires d'enfance, tout au long de son autobiographie, qui s'intitule Révolution. Alors, je voulais surmonter ça, je voulais parler de révolution en comprenant que c'est en fait le tableau de Macron et puis bien sûr, comme je l'ai dit, sa mère, ce que nous avons décrit, oui, dans l'épisode de la semaine dernière, où il y a quelques jours, l'épisode était que le docteur Françoise, non sa mère, quand elle a été présentée au monde pour la première fois, elle a été présentée comme une pédiatre qui a aidé d'une manière ou d'une autre le bureau de la sécurité sociale. Et puis nous avons eu cette énorme bombe dans le dernier épisode où nous avons appris, je plaisante, par le travail de la sécurité sociale, nous avons oublié d'inclure le fait qu'elle aide les personnes transgenres et intersexuées obtiennent de nouvelles identités. Je veux dire que c'était un élément majeur. Je veux dire que c'était vraiment explosif et il est important que vous en souveniez au fur et à mesure que nous avançons car cela signifie que la famille immédiate de Macron était impliquée dans l'aide aux personnes qui avaient des problèmes de genre pour devenir quelqu'un d'autre. En d'autres termes, il facilitait la délivrance de véritables cartes d'identité gouvernementale qui permettaient aux gens de se débarrasser légalement de leur ancienne identité et de leur vrai sexe biologique. Nous devons nous réveiller au fait que c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est? Quelles sont les implications de cela? Faisons une pause, quelles sont les implications si je décide, ok, je suis Candace Owens, non, j'ai l'impression d'être né homme et donc je vais changer mon nom. Je vais changer mon nom en Jean-Michel Trogneux, ok? Et puis quelqu'un sort et dit, comme vous savez, Candace Owens, c'est cette personne, puis-je alors les poursuivre en diffamation pour avoir dit que je suis Candace Owens si j'ai légalement changé mon nom en Jean-Michel Trogneux. Cela devient la base, une poursuite en diffamation. Vous êtes en mesure de vous débarrasser de votre identité. Je veux que vous y réfléchissiez au fur et à mesure que nous avançons dans cette série. Il est très important de se rappeler que sa mère s'occupait de cette capacité au bureau de la sécurité sociale. Je devrais ajouter ici que par la suite, de manière choquante, dans une interview très rare que sa mère a donnée à une journaliste nommée Gail Charloff, elle écrivait une biographie sur le couple Macron. La biographie s'intitulait Rien que nous deux, hein, Gail Chakaloff. Et elle a parlé avec sa mère et sa mère a dit quelque chose de très étrange. Elle a dit, et je cite, c'est dans ce livre, « Pour moi, Brigitte n'est pas une belle-fille. » Excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Brigitte est mariée à votre fils, elle est mariée à votre fils depuis très longtemps, elle est tombée amoureuse de votre fils quand votre fils avait 14 ans. Qu'est-ce que tu veux dire pour moi, elle n'est pas une belle-fille? Quelle est l'implication de cela? Que ça pourrait être d'autres, que pourrait être la première dame pour vous? Alors nous allons juste laisser ça là, ok? Maintenant, jetons un œil au tableau familial de Brigitte Macron, ok? Nous avons d'autres choses importantes à retenir. Donc vous avez Brigitte qui aurait été mariée pendant 32 ans à André-Louis Ozière, ok? Et ils auraient eu 3 enfants, Laurence, Sébastien et Tiphaine.
Osière. Maintenant, il est important de se rappeler que nous avons abordé le dernier épisode, que la première dame se trompe régulièrement dans ses interviews, comme elle se trompe sur la date du décès de sa sœur. Elle s'est trompée sur la date du décès de sa prétendue nièce, et nous commençons à penser que c'est plus une stratégie qu'autre chose, comme si ce n'était pas juste oublier les dates, c'est parce que vous essayez de semer la confusion dans l'opinion publique, et une grande indication de cela était Tiffen, sa fille s'est trompée sur la date et la manière de l'enterrement de son père dans le magazine Paris Match, Weekly Magazine. Comment est-ce possible? Rappelez-vous que nous en avons parlé, nous pouvons à nouveau faire ressortir ce tableau mystère très étrange concernant ce personnage d'André-Louis Osière. Nous savons à quel point c'était bizarre, nous ne le soulignerons jamais assez. Nous apprenons de son cousin germain, il avait un cousin germain nommé Jean-Louis Osière, et c'est là que c'est devenu vraiment déroutant pour certaines personnes. Il y a un cousin germain, et ce cousin germain a ensuite décrit qu'essentiellement, il avait poursuivi le journaliste pour l'avoir mal identifié sur la photo de mariage. Ce cousin germain s'est alors énervé parce que l'Élysée l'a en quelque sorte poussé à la poursuivre en diffamation en prétendant qu'ils allaient se joindre au procès. Mais ensuite aussi, Brigitte Macron a refusé de simplement dire de remettre cette photo. Ouais, c'est moi sur la photo de mariage. Elle a refusé de le faire et s'est en quelque sorte retirée. Et donc il n'était pas content de ça, les offres. Il n'était pas content. Il s'est senti utilisé par l'Élysée. Il s'ouvre à un journaliste et nous dit des choses vraiment étranges sur l'enterrement de son cousin, sur les funérailles de son cousin, sur la crémation de son cousin, principalement la chose la plus étrange étant que l'Élysée était impliqué, Il voulait s'assurer que ces funérailles soient exécutées comme un voleur dans la nuit, il ne voulait pas que le public l'apprenne, et ils l'ont vu sur la ligne d'arrivée, et pourtant malgré ce morceau, Macron n'a pas assisté aux funérailles de son ex-mari présumé de 32 ans, le père présumé de ses enfants. Nous voulons nous assurer, il est enterré, d'accord, mais nous n'allons pas nous montrer, ni moi, ni le président, n'allons nous montrer, et ensuite Tiffen va juste inventer quelle énorme erreur dans Paris Match et dire que j'ai enterré mon père le 24 décembre, puis nous avons appris que non, il a en fait été incinéré le 28 décembre, c'était un an avant, et c'est la photo que vous utilisez parce que tout a été détruit, d'accord? C'est fou. Alors oui, rappelez-vous que nous avons appris cette information non pas d'un théoricien du complot, nous l'avons appris du cousin Jean-Louis Osière, le cousin d'André, d'accord? Celui qui a poursuivi avec succès Natacha Ray pour diffamation parce qu'elle a supposé à tort que c'était lui. D'accord, ce que nous savons et que nous avons confirmé dans le dernier épisode, c'est que cet homme, nous pouvons vous montrer à nouveau sa photo nécrologique parce qu'aucune autre photo de lui n'existe, de la photo de mariage à celle-ci, toute sa vie a été détruite. Ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il a en fait existé. Ils ont menti sur l'endroit où il travaillait, la banque dans laquelle il travaillait, encore une fois des tonnes de petits mensonges pour envoyer les gens dans des terriers du lapin afin qu'ils puissent faire une erreur, mais ce que nous ne pouvons pas vous dire, c'est français ce qui lui est arrivé exactement, nous ne pouvons pas déterminer ce qui lui est arrivé en nous basant sur le témoignage de son cousin germain, car cela dépend si vous croyez ou non sa partenaire, la femme qui était à ses funérailles, qui a affirmé avoir trouvé des billets pour l'Afrique dans sa poche, qu'il avait vidé tous ses comptes bancaires. Et si vous pourriez potentiellement dire, ou si vous croyez le journaliste de Paris Match qui a ensuite écrit qu'André a en fait passé les derniers jours de sa vie dans un hôpital psychiatrique gardé par nul autre qu'Alexandre Benalla. Maintenant, nous devons parler de ce type d'accord parce qu'il est important, et il est très important parce qu'il est apparu en fait à plusieurs reprises, mais nous devrions creuser en profondeur pourquoi cette allégation particulière est importante, car il est intéressant de noter que malgré le fait qu'ils adorent poursuivre les gens, ils n'ont jamais poursuivi ce journaliste qui a affirmé qu'Alexandre Benalla, l'ancien chef de cabinet adjoint d'Emmanuel Macron, gardait pour une raison quelconque la porte d'un service psychiatrique d'André. Donc, nous savons avec certitude que l'Élysée était impliqué au moins dans ces funérailles, et ce journaliste a dit cela, donc je pense que nous devrions explorer cela, donc nous devrions parler d'Alexandre Benalla, parce que ce n'est pas une mention subtile d'un journaliste, nous avions d'abord mentionné Alexandre Benalla dans l'épisode d'introduction, quand nous vous avons parlé de ce genre de choses, je ne sais pas comment le décrire,
comme un syndicat presque de pédophiles. Ce sont ces pédophiles accidentels qu'Emmanuel Macron continue de se retrouver autour d'auxquels nous avons mentionné Olivier Duhamel. C'était l'homme qui a été accusé par sa belle-fille d'avoir agressé sexuellement son frère jumeau quand il avait 13 ou 14 ans. Elle a décrit ça dans un livre et d'ailleurs, comme le délai de prescription était passé, il n'a jamais été traduit en justice, mais il a admis qu'il était vrai, qu'il avait en fait abusé sexuellement de son fils adolescent. Eh bien, l'une des choses qui l'a aidé, parce qu'il était si proche d'Emmanuel avec lequel il l'a aidé, quand il s'est retrouvé dans l'eau chaude à cause de ce qui est devenu connu en France comme l'affaire Benalla, signifiant Alexandre Benalla, le chef d'état-major adjoint, ok. Et maintenant, pour une raison quelconque, comme je l'ai dit, nous n'avons aucune idée de pourquoi ce journaliste a mentionné, mais Alexandre Benalla a dit qu'il gardait le mot psychiatrique. Alors je vais vous montrer à nouveau Alexandre Benalla, vous pouvez le faire entrer dans votre esprit malgré son très jeune âge. Je veux être clair, il n'a aujourd'hui que 33 ans. Il a un CV professionnel assez remarquable. Ok, quand Emmanuel Macron se présentait à la présidence, Alexandre Benalla n'avait que 25 ans. Et il a servi le candidat en tant qu'agent de sécurité. Il était le chef de sa sécurité. Ok, une fois qu'Emmanuel Macron a été élu, il a fait qu'Alexandre Benalla, son chef de cabinet adjoint, ok, une position énorme. Pouvez-vous imaginer 25 ans et vous êtes comme entré dans la Maison Blanche et le palais. On a ensuite découvert plus tard que ces deux-là avaient une relation incroyablement étroite, si étroite qu'Emmanuel l'a emmené avec lui et sa famille en voyage de ski, pas en tant que sécurité, comme si vous faisiez partie de la famille, en voyage de ski et encore plus proche que cela. Emmanuel Macron a permis à Alexandre Benalla, ce gamin de 25 ans ou 26 ans, d'emménager dans l'Élysée, dans le palais national de la République française. Ok, il vivait au palais de l'Alma, c'est choquant, il avait une résidence ici, ok, donc qu'est-ce qui se passe ici? Imaginez que vous avez 26 ans, vous vivez dans un palais, et je ne sais pas, je pense qu'il a dû fournir une sécurité incroyable au président, il a dû rendre des services solides au président, d'accord? Quand vous fouillez dans son passé, vous apprenez que quand Benalla avait 23 ans, il avait été accusé, puis acquitté de violence contre une femme, d'accord? Dans la mesure où elle a dit qu'elle était incapable de travailler, mais comme je l'ai dit, il a été acquitté et il est devenu le chef de l'équipe de sécurité d'Emmanuel Macron. Puis quand Man Môme était président, un énorme scandale a éclaté, connu sous le nom d'affaire Benalla, en 2018, lorsque son chef de cabinet adjoint a été filmé, déguisé, en policier en train de frapper des manifestants dans les rues de Paris. Je ne plaisante pas, d'accord? Je vous ai dit que c'était comme si le New York Times français avait révélé l'histoire, ils avaient des images de lui, c'était sans aucun doute Benalla qui se faisait passer pour un policier et battait un jeune manifestant dans les rues. Puis, une deuxième vidéo est apparue et a été publiée sur Twitter qui montrait Benalla, il saisit une manifestante par le cou et la traîne. En fait, je vais demander à mon producteur Skyler si nous avons pu récupérer ces images. Ok, super. Montrons-vous quelques-unes de ces images. C'est juste pour que vous compreniez bien ce que vous regardez. Ce que vous regardez, c'est le chef de cabinet d'un président qui tabasse une manifestante. Il va venir en uniforme de police. C'est lui. Regardez. Ça, c'est un chef de cabinet tout à fait normal. C'est ce que font tous les chefs de cabinet dans le monde. On découvrira plus tard que lorsque les gens ont commencé à enquêter sur l'histoire, 3 policiers lui ont fourni des images de surveillance. Alexandre Benalla, ils lui ont donné des images de surveillance qui n'avaient pas encore été rendues publiques, ce qui lui a permis de préparer sa défense. Ce qui nous indique qu'ils ont clairement des liens avec les policiers. Sinon,
il n'aurait pas eu l'uniforme à porter car il prétendait être un policier ce jour-là. Le président Macron était en Australie au moment de cette attaque. Il semblait incroyablement réticent à laisser partir son chef adjoint ou à parler de l'affaire à quelque titre que ce soit, publiquement essentiellement. C'est pourquoi je suppose qu'il a appelé son ami double. Que dois-je faire? Que voulez-vous dire? Que devez-vous faire? Votre chef de cabinet vient d'être surpris en train de frapper des manifestants dans la rue. Pourquoi n'êtes-vous pas simplement plus choqué par cela? Que voulez-vous dire? Que faites-vous? Et il semble qu'Emmanuel Macron ait pu être si préoccupé par cela qu'il a essayé d'aider Alexandre. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais cette supposition à nouveau? C'est une supposition, pas un fait, mais ce qui est un fait est qu'Alexandre Benalla, quand il a été interviewé sur le scandale, personne d'autre que Mimi Marchand n'était dans la salle pour l'aider à parler à la presse. Mimi Marchand, oui, le pape, la papesse célèbre de la presse qui pouvait faire paraître n'importe quoi dans la presse, tout ce qui était retiré de la presse, une femme qui pouvait amener la presse à dissimuler des accusations de pédophilie pour ses amis, ok. Finalement, comme le scandale a complètement englouti l'Élysée, ils ont en fait dû démettre Benalla sur le papier, du moins, je veux être clair sur le papier. Il a été libéré parce qu'un autre scandale a éclaté. On découvrirait plus tard que quelques mois plus tard, ils ont réalisé qu'il ne l'avait pas fait. En fait, il a retiré ses passeports diplomatiques et malgré son licenciement apparent, plusieurs mois plus tard, il a utilisé ses passeports diplomatiques pour voyager et rencontrer des dirigeants africains, dont le président du Tchad, un homme nommé Idriss Déby. Maintenant, pour les gens qui regardent cela depuis l'Afrique, vous regardez ce type qui se dit « N'est-il pas mort ?» quelques années plus tard, dans une sorte de scénario occidental stéréotypé où soudainement un groupe de rebelles se lève. Donnez-moi une situation de type mafia et les rebelles sont tellement mécontents qu'ils tuent le président. Ouais, c'est ce qui est arrivé à ce type au Tchad. Ouais, mais je suis sûr que c'était totalement organique et que les gens étaient vraiment mécontents dans les rues et que l'Occident n'avait rien à voir avec ça. Néanmoins, Alexandre Benalla rencontrait ce type avec des passeports diplomatiques après avoir été renvoyé. C'était donc une deuxième partie du scandale. Il est ensuite apparu que pendant qu'il travaillait pour Macron, Alexandre Benalla, ce roi de 26 ans, vivant à l'Élysée, avait en fait contracté des liens financiers avec deux oligarques russes qui étaient censés être membres de la mafia russe. Oups, encore une fois, je suppose que tout le monde autour de moi est accusé d'être soit un criminel, soit un pédophile. Alors ce que je veux dire est toujours si innocent dans cette fosse, ça leur arrive sans arrêt. Ils essayent de travailler avec de bonnes personnes, ils essayent vraiment de s'entourer de bonnes personnes. Je jure que c'est tout le monde autour d'eux, ce n'est pas juste eux. Je pense que nous devrions en fait jeter un œil ici à cet extraordinaire syndicat qui émerge autour d'eux parce que nous avons couvert beaucoup de ces personnes. Donc Michel Macron, évidemment, le pop-up là-haut à gauche, à droite des médias français, nous savons qu'elle a été en fait dans la saleté, elle a été expulsée pour extorsion, vous l'appelez, elle en a été accusée, une femme qui, nous le savons, avait la capacité, la seule personne par laquelle les gens devaient passer pour obtenir des photos du passé de la première dame, elle possède la meilleure image, d'accord? Et vous me dites que c'est la seule personne qui peut produire des images du passé de Brigitte Macron avant qu'elle ne devienne professeure ou enseignante. Cela semble un peu suspect. Alors en dessous d'elle, nous avons Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde parce qu'il contrôle LVMH, et nous avons mentionné son gendre, Xavier Niel, qui était l'intermédiaire entre Mimi Marchand et le premier couple. Mais je veux que vous sachiez aussi que LVMH possède Paris Match, ok, donc c'est là qu'elle met toutes ces images retouchées. Je dirais des images retouchées de Brigitte pour que tout le monde pense qu'elle est jeune et irrésistiblement sexy. Elle travaille là-dessus. Alors nous allons sauter dans le coin droit. Là nous mentionnons Nicolas Ghesquière et la personne qui habille la première dame, également sous l'empire de LVMH, celui qui met juste des personnes transgenres partout où il peut. Honnêtement, vous devriez juste googler Nicolas Ghesquière parce que nous n'avons même pas effleuré la surface en termes de dévouement à la cause trans et d'amener tous ces modèles trans et de les mettre sur le podium et d'essayer de trans, tout ça. Je suis sûr que Brigitte Macron est exactement qui il dit être et juste, je ne sais pas, il veut juste habiller Brigitte Macron pour une raison quelconque. C'est ce que c'est. Alors, bien sûr, comme nous l'avons mentionné, la mère d'Emmanuel Macron, Françoise Noguès, que nous connaissons, s'occupe de son travail pour essayer d'obtenir de nouvelles identités pour les personnes qui souffrent de problèmes d'identité. Et ce, d'ailleurs, c'est légal maintenant. D'accord. Et puis, nous avons là-bas
en bas, celui dont nous venons de parler, c'est Alexandre Benalla. Alors rassemblez tout ça, d'accord, avec la falsification, l'extorsion et plus important encore avec l'accès à une femme qui peut faciliter le changement d'identité. Il ne suffit pas à toute personne enquêtant sur cette affaire de poser des questions comme « Est-ce que Brigitte Trogneux sur la photo de mariage ?» Vous remarquerez que nous n'avons pas posé cette question lorsque mon équipe juridique s'est impliquée. Nous n'avons pas dit « Est-ce Brigitte Trogneux sur la photo de mariage ?» Nous avons dû demander quelque chose de plus spécifique. Est-ce l'actuelle première dame de France, Brigitte Macron, photographiée ici sur cette photo de mariage, d'accord? Et c'est là que ce couple devient vraiment silencieux, ils ne veulent pas répondre à ces questions. Vous comprenez ce que je veux dire ici, d'accord? Parce que nous pouvons confirmer qu'il s'agit bien d'une photo d'une femme nommée Brigitte Trogneux sur cette photo de mariage. Où se trouve cette Brigitte? Nous ne pouvons pas confirmer parce que la première dame refuse de répondre. Elle a une belle-mère qui aide les personnes transgenres à obtenir de nouvelles identités, donc vous devez essentiellement comprendre que vous pouvez simplement prendre le nom de quelqu'un, vous pouvez devenir quelqu'un d'autre à tout moment, maintenant, légalement, quand vous devenez transgenre. Ok, cela nous amène à Jean-Michel Trogneux. Ok, nous devons évidemment en parler. C'est le frère de Brigitte Trogneux. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, Jean-Michel Trogneux. Il est vraiment important que nous en apprenions plus sur lui. Un gars qui était si proche de sa sœur, deux personnes différentes. Sa sœur a mordu, qu'elle a fait de lui le témoin à son mariage. Mais ensuite, il a été complètement absent de toute mention quand la première dame, Brigitte Macron, est arrivée au pouvoir. Il semblait avoir voulu laisser cette personne passer entre les mailles du filet malgré tout ce qui était écrit sur sa famille et d'où elle venait. Il n'y a eu aucune mention de Jean-Michel Trogneux. C'était le chien qui n'aboyait pas. Nous allons parler de lui. Nous allons permettre à ce chien d'aboyer. Très bien, parlons de la drogue. Jean-Michel, non, c'est à la mode en France. C'est explosif. Tout le monde sait qu'il se passe quelque chose ici, mais le monde anglophone n'a pas compris ce qui se passait. Et il y a beaucoup de questions, même dans le monde francophone. Ils ne comprennent pas pourquoi Xavier Poussard n'a pas été poursuivi pour diffamation, mais Natacha Ray l'a été. Quelle est la différence? Xavier Poussard a toujours été très clair avec moi sur le fait que sa percée majeure est venue grâce au travail de Natacha Ray. Elle est venue le voir et a d'abord dit comme ça, c'est Jean-Michel Trogneux. Non, j'ai travaillé là-dessus, alors où a-t-elle échappé le ballon ou n'a-t-elle pas échappé le ballon? C'est là que ça devient vraiment intéressant et c'est pourquoi il était si important pour moi de ralentir cela pour vous, que nous parlions de deux individus différents. Jean-Michel Trogneux et sa sœur Brigitte Trogneux. Ce que vous devez savoir sur Jean-Michel Trogneux, c'est qu'il est né le 11 février 1945 et concernant son existence, il ne peut y avoir aucun doute. En fait, c'est un contraste frappant avec le fait d'essayer de se pencher sur Brigitte Trogneux, contrairement à sa sœur Brigitte Trogneux, qui, comme son mari, semble avoir presque toutes les traces de son existence magiquement effacées, détruites. Vous ne pouvez pas mettre la main sur des documents. En fait, Brigitte Trogneux, personne qui prétend être dans l'Élysée en tant que Brigitte Macron, vous pensez qu'il serait très facile d'obtenir des photos d'école d'elle, vous ne pouvez pas les obtenir. Xavier Poussard a suivi des procédures judiciaires afin de mettre la main sur un annuaire qui devrait être fourni par la loi. Ok, elle est allée au Sacré-Cœur, j'espère que je dis ça ok en français, Sacré-Cœur, et ils sont censés vous donner l'annuaire pour que vous puissiez regarder une photo. Malgré cela, l'école refuse de le faire. Maintenant, pourquoi une école refuserait-elle de vous donner une photo de la première dame en grandissant? Pourquoi ne pouvons-nous pas voir des photos de la première dame dans les annuaires qui existent? Pourquoi ne pouvons-nous pas la voir à l'école primaire, au collège, au lycée? Pourquoi est-ce que... C'est parce que toute trace de l'existence de Brigitte Trogneux est impossible à trouver. C'était aussi difficile, mais pas impossible pour garder des trucs sur Jean-Michel Trogneux, et nous avons pu reconstituer une chronologie très claire de son existence jusqu'à ce qu'il tombe comme par magie d'une falaise. Alors nous allons vous guider à travers cette chronologie. À travers cette chronologie, donc Jean-Michel vous a dit né en 1945, nous savons alors qu'il commence à fréquenter une académie jésuite. Nous avons plusieurs photos de lui dans une académie jésuite et je vais
vous en montrer une, je crois que nous avons ici, ouais, donc si vous regardez là, tout à droite en bas, vous verrez que c'est Jean-Michel Trogneux, ok? Et comme je l'ai dit, je vais sauvegarder certaines des photos que nous avons parce que Xavier Poussard va être notre prochain épisode, cette interview, et ce qu'il a travaillé pour mettre la main dessus est explosif et je ne veux pas gâcher ça pour lui en revenant dans notre chronologie. En 1953, sa petite sœur Brigitte Trogneux est née, puis nous savons, comme je l'ai dit, qu'il a continué à fréquenter cette académie jésuite, puis nous avons cette célèbre photo de famille de 1944 dont la meilleure image a été communiquée au réalisateur du documentaire qui avait l'impression d'être pour une raison quelconque interrogé par le pilote qui la traitait comme si elle était interrogée. Elle a pu mettre la main sur cette photo de famille de 1955 à 1956. Il est de retour à l'école. Nous aurons ces photos de classe à votre disposition dans l'interview de Xavier, dans notre sit-down que nous publierons ensuite. En 1960, Brigitte et Jean-Michel Trogneux, sœur Marie, décèdent dans un accident de voiture avec son mari. Le 24 février, leur fille Nathalie, 5 mois à l'époque, survit et se marie avec un gars nommé Richard et ils ont 2 filles. En 1963, le public est alors donné une photo de ce qu'on nous dit être la vraie Brigitte Trogneux. À la communion, nous remarquons que cela ne ressemble pas à la première dame actuelle. Et la première dame actuelle a jusqu'à présent refusé de répondre à ma question de savoir si oui ou non, si c'est Brigitte Trogneux sur la photo, mais si c'est elle ou non sur la photo. Différenciation importante en 1963, Jean-Michel Trogneux vivait à Algérie, en février, donc il avait 18 ans. C'est une chose très inhabituelle, comme Xavier me l'a dit, parce que c'était juste après la guerre sanglante d'indépendance, l'Algérie obtenant son indépendance de la France. Et il a dit qu'à cette époque, aucun Français n'est allé en Algérie à moins qu'il ne soit communiste. Mais nous savons qu'il était là parce qu'il y avait une photo disponible et nous sommes soudainement désireux d'avoir une photo de lui à cette époque parce que, eh bien, maintenant, nous ne parlons pas de photos d'enfants qui semblent être la seule chose que Brigitte Macron veut publier. Une très petite quantité, un total de 3 photos qui ont été publiées, ne veut pas publier de photos plus anciennes jusqu'à ce que, soudainement, Brigitte Macron est un professeur. Oh, je suis professeur, on est en quelque sorte en train de rater ces années importantes de sa vie qui nous permettraient de voir le visage muter au fil du temps. Cette prochaine photo que je ne vais pas vous montrer parce qu'elle est explosive et il a fallu des années à Xavier Poussard pour l'obtenir. Il met la main sur une photo de Jean-Michel Trogneux qui est inscrit à l'ESTB, TP School, qui est une école d'ingénieurs française, qui devient la dernière photo vérifiée que nous avons dans nos archives, mais je veux que vous notiez qu'il a 18 ans à ce moment-là. Vous prenez n'importe quelle personne, vous prenez une photo d'elle quand elle a 18 ans, et il est très difficile de dire que vous vous attendiez à ce que cette personne soit très différente des décennies plus tard, parce que vous êtes un jeune adulte. En remontant dans cette chronologie, nous savons alors que la vraie Brigitte Trogneux épouse André-Louis Osière. Devenant Brigitte Osière, nous avons une annonce de mariage, nous avons une photo de mariage. C'est réellement arrivé et c'est la photo sur laquelle Natacha Ray a fait une erreur malheureuse et totalement compréhensible. Et puis, comme je l'ai dit pour une raison quelconque, Jean-Michel disparaît photographiquement. Il disparaît et puis cette chose incroyable se produit en 1977 lorsque les gens ont commencé à reconnaître que leur première dame, quelque chose dans l'histoire n'avait pas de sens, lorsque les gens ont commencé à parler de leurs soupçons selon lesquels ils regardaient un homme transitionner. Pour de nombreuses raisons, ils ont pu déterrer une interview, d'accord, de 1977 et c'est un homme qui dit qu'il est transitionné et qu'il vit en tant que femme nommée Véronique. Maintenant, pour mes auditeurs anglais, cela va être un peu déroutant pour vous. Alors, je vais vous décrire pourquoi c'était si explosif. Chaque personne qui parle, vous pouvez transitionner votre nom, vous pouvez essayer de parler sur un ton différent. Mais vous avez des tics, vous savez presque des choses que vous dites que vous ne reconnaissez même pas, que vous dites des mots sur lesquels vous pourriez compter. Et
pour la première dame Macron, ce tic, pour ainsi dire, c'est qu'elle dit, c'est-à-dire que certaines personnes pourraient dire, comme vous savez, comme j'allais aimer le magasin, et comme son tic, c'est-à-dire, donc... Nous avons cet individu qui apparaît, ne montre pas son... Enfin, en soi, c'est une ombre sur ce talk show de 1977 qui dit que son nom est Véronique et qu'elle a fait sa transition et que la personne a exactement la même voix que l'actuelle première dame de France et le même tic. Et bien sûr, à l'époque où la première dame faisait toutes ces interviews, elle n'aurait jamais pensé que le public allait déterrer cette vieille interview de cette personne transgenre dans un talk show, disant que c'est-à-dire, encore et encore. Donc je vais jouer un petit extrait de cette interview. Bien sûr, c'est en français, donc ça ne dira rien aux auditeurs anglais, mais ensuite, je vais vous lire la transcription parce qu'il y a d'autres coïncidences importantes qui se sont produites. Écoutez. Je crois qu'en fait, il n'y a pas de transformation parce que le psychisme est déjà féminin et l'individu, en l'occurrence moi, est déjà préparé à ce genre de mutation par nécessité, en ce sens qu'on se sent femme et on régularise une situation sans plus. Il n'y a pas mutation, il y a régularisation. Vous êtes devenue complètement femme, donc vous avez été opérée il y a combien de temps? J'aime pas tellement le mot devenir complètement femme. Oui. C'est-à-dire que nous devenons une sorte de femme pouvant copuler, mais ne pouvant pas procréer. Oui. De là des problèmes juridiques d'ailleurs, dont on parlera après. C'est-à-dire que l'intégration se fait sans problème sur le plan individuel, il n'existe que sur le plan social. Now, essentially, someone in the chat here just said that's her voice, but also someone... Maintenant, essentiellement quelqu'un dans le chat ici vient de dire que c'est sa voix, mais aussi quelqu'un qui a dit dans le chat que cela, vous pourriez vous référer à cela comme une empreinte vocale. C'est une façon parfaite de dire que c'est une empreinte vocale. Il y a des choses dont vous ne pouvez tout simplement pas vous débarrasser, mais aussi, même lorsque vous transformez votre identité, vous avez toujours une identité, vous avez toujours des intérêts qui ne disparaissent pas comme par magie si vous changez de nom, ok? C'est pourquoi je vais vous dire ce qu'elle dit dans le script. Si je suis Candace Owens, même si je change mon nom en Jean-Michel Trogneux, non, ça ne me transforme pas mon intérêt, ça ne me fait pas j'aime la nourriture italienne, je ne vais pas soudainement ne pas aimer la nourriture italienne parce que je deviens Jean-Michel Trogneux. Je ne vais pas soudainement ne plus m'intéresser à l'affaire Blake Lively et à Ryan Reynolds parce que j'ai changé mon nom légalement en Jean-Michel Trogneux. Et donc cette interview a été explosive quand elle a été publiée à cause de choses que Véronique a dites. Donc je vais vous sortir la transcription en anglais et vous lire ce que cela traduit. Donc l'intervieweur demande, il dit au public, je ne peux que garantir l'authenticité du témoignage de Véronique. Véronique, j'aimerais savoir si lorsque vous avez eu cette opération, qui est celle que vous avez eue, c'était un moment difficile pour vous, était-ce juste l'aboutissement de quelque chose qui s'était passé avant? Je ne pense pas qu'il y ait de transformation parce que la psyché est déjà féminine et l'individu, dans ce cas, l'est déjà préparé à ce genre de mutation par nécessité, dans le sens où nous nous sentons comme des femmes et nous normalisons simplement une situation. Il n'y a pas de transfert, il y a une normalisation. L'intervieweuse dit donc que vous êtes complètement une femme. Il y a combien de temps avez-vous subi l'opération? Ce qui est intéressant, elle ne répond pas à cette partie de la question quand elle a subi une opération, mais elle continue, elle répond je n'aime pas vraiment les mots complètement une femme. En d'autres termes, nous devenons une sorte de femme qui peut copuler mais ne peut pas procréer. D'où les problèmes juridiques dont nous parlerons plus tard. En d'autres termes, l'intégration se passe bien au niveau individuel, il n'existe qu'au niveau social. Ok, donc déjà, elle commence à parler de ce problème que nous savons que la mère d'Emmanuel Macron va inquiéter, qui est comme, ok, il y a ces problèmes juridiques avec qui nous identifions et avec qui nous savons que nous sommes des femmes, ok, mais nous avons ces obstacles et barrières juridiques et c'est pourquoi je brise et raconte mon histoire parce que nous devons changer cela, nous devons être capables de changer cela. L'université dit, vous avez un travail que nous sommes, je ne vais pas dévoiler ici, disons juste que c'est un métier qui s'adresse au public, il y a des réponses, c'est vrai. Je suis artisan, j'ai des contacts réguliers avec le public, je suis en contact étroit avec les clients, je n'ai pas de problème, j'en avais avant parce que j'avais un genre phénotypique, c'est-à-dire une apparence ambiguë, il me prenait pour ce que je n'étais pas, un homosexuel, ce qui n'était pas le cas, ni dans mon comportement, ni dans ma façon de penser. Mais malheureusement, cette image a abouti à une non-intégration. C'est partiellement coupé ici pour moi, mais ça dit non-intégré.
Et en fait, j'ai normalisé une situation pour mon intégration et je vis très légalement et honorablement à des fins d'état civil. Il est possible de changer son prénom en un prénom ambigu, c'est très important, car cela permet l'intégration ou la pseudo-intégration dans la société, dans le sens où il y a toujours des problèmes, mais ils peuvent être résolus administrativement d'un commun accord, mais légalement, il n'y a pas de solution, contrairement à toutes les législations étrangères, sauf la législation belge qui est calquée sur la nôtre. L'intervieweur demande alors si vous sentez que vous êtes maintenant complètement vous-même et je n'ai aucun problème d'identification depuis ton opération. Véronique dit à vrai dire, je n'avais que des problèmes d'identification envers les autres, pas avec moi-même. Je me voyais comme ce que j'étais, une femme avec un corps qui ne lui appartenait pas. C'est très difficile de concevoir pour quelqu'un qui est bien dans sa peau. J'utilise le terme bien dans sa peau parce que c'est l'image typique, parce que je n'avais aucun problème, mais les gens ont créé des problèmes. Maintenant, je n'ai aucun problème. À vrai dire, cette opération, c'est l'ablation de cet organe inutile dans notre cas, car il est là à la fois inutilisable et inutilisé. Et l'intervieweur lui demande « Est-ce que tu vis seule ?» Véronique dit « Je ne suis avec personne, mais j'ai vécu avec une femme et conçu cette union à la manière de George Sand et Chopin. » Chopin était probablement un transsexuel, son style de mélodie, la façon dont il joue le montre assez clairement. Je pense que l'image qui a été donnée de l'union est une image caricaturale déformée qui ne correspond pas du tout, c'est très important, ok? Et là, ce tic de discours, c'est exactement comme celui de Brigitte Macron. Si vous parliez français, vous comprendriez, mais elle a aussi mentionné le compositeur de musique Frédéric Chopin et a mentionné les poètes gays, Paul Verlaine et Arthur Rimbaud. Maintenant, pourquoi est-ce important? Ok, ces poètes ont eu une liaison homosexuelle, vous savez, mais violente, très violente relation, donc elle apparaît clairement comme quelqu'un qui est extrêmement instruit. Ce n'est pas une personne au hasard, non, non plus. C'est quelqu'un qui a été éduqué dans les classiques, qui est dans cette émission dans le but d'essayer de faire avancer la législation pour pouvoir faciliter la sécurisation des identités pour les personnes transgenres. C'est le but de cette apparition et comme je l'ai dit, le but d'utiliser quelqu'un qui a en quelque sorte cette capacité à communiquer et à parler des beaux-arts et de rendre les gens, peut-être que le public est plus sympathique à cause de cela. Elle dit que j'ai toujours été une femme, ce qui est drôle parce que pendant que je lis ça, j'ai aussi ce qui résonne dans ma tête, c'est cette phrase que Brigitte et Emmanuel m'ont écrite dans la première lettre légale. Ils ont dit qu'elle ne vous doit aucune preuve qu'elle a été et sera toujours une femme, comme une chose très étrange à écrire, comme presque comme si je la croyais, et donc c'est le cas. Eh bien sûr, vous me devez des preuves, vous allez dire que vous allez me poursuivre devant un tribunal de Tunisie, vous me devez des preuves si vous allez dire que je vous ai diffamé, mais pour revenir à la mention de ces mentions classiques concernant Chopin, le premier couple, quand ils créaient leur légende dans le public, a prétendu qu'ils avaient déplacé un piano dans le palais de Los Angeles parce qu'Emmanuel Macron, rappelez-vous que le virtuose aimait jouer du Chopin pendant un moment et pour Brigitte seulement donc, c'était quelque chose qui compte pour le couple, ok? Concernant les poètes homosexuels qu'elle a mentionnés, Paul Verlaine et Rimbaud, Emmanuel Macron, alors qu'il était président, a envisagé de les admettre tous les deux au Panthéon, qui est... c'est là qu'ils enterrent tous ces héros français, ok? Et cela a déclenché un énorme débat, comme si ces personnes devraient d'abord, l'un des amoureux a tiré l'autre, a dû purger une peine de prison, serait-ce une bonne chose de les déplacer? Ils allaient les honorer comme cela, comme homosexuels, ces poètes homosexuels, et grands, en les enterrant dans cette structure importante. Mais qu'est-ce qui s'est terminé? Il se passe quelque chose, la famille de Rhodes a fermement rejeté cet honneur parce qu'il ne voulait pas que son héritage soit réduit à une icône gay. C'est donc incroyablement fascinant. C'est incroyablement fascinant que vous ayez cette personne, Véronique. Et elle dit et mentionne toutes les personnes que nous connaissons qui ont cette importance dans la relation entre Emmanuel Macron et Brigitte. Et elle a
après que quelqu'un ait utilisé une analyse vocale d'intelligence artificielle, ils ont dit que c'était à 100% la même personne. Et vous savez, je ne connais pas grand-chose à ces logiciels, mais pour quelqu'un de sortir et de déclarer que c'est à 100% la même personne et la seule différence est que The Voice a vieilli, la voix a vieilli pour avoir les mêmes tics, c'est beaucoup de coïncidences. C'était majeur quand c'est arrivé et quand cela a été révélé. Et puis, il y a d'autres choses intéressantes à retenir ici. D'accord, quand vous revenez dans la chronologie, donc Véronique apparaît, nous ne savons pas quel est le nom de cette personne dans la vie. Ils utilisent ce nom pour cette interview, Véronique, pas de nom de famille, nous ne savons rien d'autre, mais n'oubliez pas que cette personne a également dit qu'elle n'était pas dans une vraie relation, mais il vit avec une femme, ok, Bach dit qu'il vit avec une femme. Eh bien, quand on revient à notre chronologie de Jean-Michel Trogneux, on découvre qu'à ce moment-là, Jean-Michel Trogneux, suite à cette interview, épouse une femme et, ironiquement, son nom est Véronique. Alors, serait-il possible que Jean-Michel ait pris le nom d'un ami cher nommé Véronique avec qui il vivait et chez qui il a ensuite déménagé? Marie, nous ne le savons pas parce que bien sûr, il n'y a pas de photo de ce mariage. Il n'y a rien là. Jean-Michel Trogneux sur papier se marie avec une femme nommée Véronique. Véronique Dreux, ok, et puis ils ont un enfant en 1982 nommé Jean-Jacques, c'est le Jean-Jacques qui ressemble énormément à Emmanuel Macron, et puis peu de temps après, en 1987, Jean-Michel divorce de Véronique Dreux. Alors, mesdames et messieurs, que se passe-t-il sérieusement, comme ce qui se passe dans cette histoire? Que se passe-t-il? Comment avons-nous, ces acteurs qui sont incapables de produire des images de ces choses très pertinentes qui se sont produites dans leur vie? Vous savez, où est Jean-Michel Trogneux? Vous êtes marié avec une femme, y a-t-il pas de photos de ton jour de mariage? Non, tu as juste dit et tu as décidé de tomber d'une falaise et d'arrêter d'être photographié au même moment où Brigitte Macron, le professeur est né soudainement comme plus de photos pour toi. Que se passe-t-il ici? Pourquoi avons-nous une situation dans laquelle les écoles qui sont légalement tenues de publier des photos? Je crois que la loi en France est qu'après 50 ans, n'importe qui peut obtenir n'importe quelle photo de quelqu'un qui est à l'école, n'est-ce pas? Vous pouvez publier des photos du carnet d'adresse. Pourquoi refuse-t-il de publier des photos de qui était censée être la première dame à l'école primaire, au collège et à l'université? Pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir ces photos? Pourquoi les gens doivent-ils passer par le tribunal et être GID pour obtenir ces photos si c'est vraiment toi, Brigitte Macron, et que tu n'as pas pris l'identité de ta sœur? Si c'est vraiment toi, pourquoi as-tu du mal à répondre à des questions de base? Oublie les conspirations. Pourquoi refuses-tu de répondre à des questions de base tout en essayant de pousser les gens à poursuivre pour diffamation en attendant que les gens fassent des erreurs? Pourquoi ne pas simplement clarifier? Es-tu la même personne que celle représentée sur cette photo de mariage? Es-tu Brigitte Trogneux? Quelle question plus basique aurais-je pu te poser que si tu avais donné naissance à 3 enfants, Brigitte Macron? Ok, ne laisse pas les gens et les médias te manipuler en te faisant croire que tu demandes quelque chose qui est une invasion de ta vie privée. C'est complètement fou, ok? On est au-delà de la folie quand on parle de questions aussi basiques qui auraient pu mettre un terme à tout ça il y a longtemps, et on est là depuis 8 ans, préférant plutôt essayer légalement de tromper les gens, de les effrayer, de les intimider, d'envoyer des voyous potentiellement, ok? Et quand on regarde cette nébuleuse, quand on regarde ce qui se passe autour de toi et les seconds rôles d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, te sens-tu à l'aise avec ce qui se passe ici? Est-ce que c'est tous les jours que tu as besoin d'avoir autour de toi quelqu'un qui falsifie des documents? Mimi Marchand, elle est toujours en procès en ce moment, quelqu'un qui a été largement impliqué dans l'extorsion, qui est en procès en ce moment même pour extorsion. Est-ce normal de continuer à avoir autour de toi ce genre de membres de gang, des gens qui peuvent contrôler les images, qui peuvent éditer des images et les mettre en scène? C'est dans la presse, comment allons-nous accepter ça comme en tant que public, comme quelque chose de complètement
complètement normal qu'il continue à atterrir dans ces scandales pédophiles, ou allons-nous reconnaître que quelque chose de très sinistre se passe entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron? Ils ne se présentent pas comme ce qu'ils prétendent être, comme ce qu'ils disent être. Je crois qu'ils ont été préparés pour ce poste. Je crois surtout qu'Emmanuel Macron, sans aucun doute, a été préparé par Brigitte. Il n'y a aucun doute là-dessus. La seule question qui reste est qui diable est Brigitte Macron? Et la réponse évidente pour moi, et après avoir vu ces photos que vous allez voir, une en particulier de l'époque où Jean-Michel Trogneux avait 18 ans, vous allez tomber comme je l'ai fait quand je l'ai vu, c'est juste que c'est complètement fou, c'est complètement fou. Et heureusement pour le travail de Xavier Poussard, la seule chose qui l'a aidé à ne pas faire d'erreur était qu'il utilisait un programme d'intelligence artificielle que le Forum économique mondial a classé comme logiciel de détection faciale numéro 1, ce qui lui a permis d'éviter de faire des erreurs. C'est le même programme qui est utilisé par la Chine à bien sûr un système de crédit social, et il faut pouvoir distinguer les visages de chacun, des visages très similaires, et ce logiciel a été classé comme le logiciel numéro 1 pour pouvoir faire ça. Donc quand il a pensé à quelque chose, il a exécuté le logiciel, comme pour la photo de mariage, il a exécuté le logiciel, il a dit « je sais que ce type ressemble à ce type, mais le pourcentage de ce logiciel dit que le cousin et l'homme sont deux personnes différentes ». Il n'a donc pas suivi cette théorie, il ne s'est pas basé uniquement sur son instinct, il était également aidé par un logiciel qui lui donnait des réponses avant même qu'il ne sache vraiment quelles étaient les réponses. Nous en dirons plus à ce sujet lorsque je m'assoirai avec lui, mais sachez que le logiciel qu'il utilise a la bénédiction du Forum économique mondial, et je pense que nous avons tous compris que ce forum est assez diabolique et qu'ils veulent que nous puissions tous être identifiés. J'ai dû tester le logiciel moi-même pour y croire. C'est incroyable, vous pouvez prendre une femme de 6 ans, elle aurait pu en avoir 20, chirurgie au visage pour transformer son visage, ça ira toujours, c'est 80% de chance. Je n'ai jamais rien vu de tel, ça me terrifie un peu pour notre avenir, ça me terrifie pour l'intelligence artificielle en général, mais pour les besoins de son enquête, ça lui a vraiment permis de trier les choses, et il n'y a aucun doute en voyant cette technologie dans mon esprit que Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron. La seule question que j'ai, c'est qu'est-il arrivé à sa sœur Trogneux maintenant, et vous y arriverez aussi, comme je l'ai dit, je ne voulais pas nous donner trop de spoilers avant l'interview, je m'assois avec lui, mais il y a juste plus, il y a tellement plus à déballer, la connexion Rothschild, les emplois qu'il a eus, qu'il ne méritait pas, Emmanuel Macron, et comme je l'ai dit, nous arrivons à toutes ces choses